Bonjour François Asselineau, quels sont les derniers développements en Grèce? Bonjour. Avant de répondre à votre question, je vais quand même dire un mot sur le fait que nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2015. C'est un double anniversaire. C'est le 200e anniversaire de la bataille de Waterloo qui a été, comme tout le monde le sait, qui a marqué la fin de l'épopée napoléonienne et la fin de la volonté française d'établir un empire qui dominerait l'Europe. Alors bien entendu, sur tous les médias français, il est question que de ça. J'observe que lorsqu'il y avait eu le bicentenaire de la victoire d'Austerlitz, on n'en avait pratiquement pas parlé. J'observe aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pays d'Europe qui se sont fait un malin plaisir de fêter avec le plus grand faste cette bataille de Waterloo, qui est quand même un triste souvenir. Il y a eu des milliers de morts et qui est un triste souvenir dans l'histoire de France. Alors bien entendu, il y a des gens qui font de la récupération. Ils disent les Européens se sont rassemblés, plus jamais ça. Enfin, c'est le sketch habituel de la récupération d'événements historiques dans un contexte totalement différent. Et donc une volonté d'anachronisme pour essayer de vendre toujours la même salade des européistes. J'observe quand même que, pour une fois, François Hollande, sans doute que ses conseillers en communication, pour le coup, on lui a donné un bon conseil, c'est qu'il ne s'y est pas rendu. Je rappelle que la France n'avait pas commémoré la victoire d'Austerlitz. Austerlitz se situe en Moravie, c'est-à-dire en République tchèque. La France avait eu sous Sarkozy, on s'était caché sous le tapis, donc les autorités tchèques avaient cherché quelque part un responsable français pour venir commémorer la victoire d'Austerlitz. Il n'y avait eu personne. En revanche, on avait célébré de façon fastueuse la bataille de Trafalgar, où la France avait été écrasée par l'amiral Nelson, qui d'ailleurs était mort lors du combat. Et la France avait jugé bon d'envoyer le porte-avions Charles de Gaulle commémorer cette défaite de la marine française. Là, pour le coup, François Hollande a fait preuve d'un petit peu plus de pudeur. Il s'est contenté d'envoyer l'ambassadeur de France en Belgique. Et bien alors, ce 18 juin 2015, c'est également l'anniversaire, bien entendu, du 18 juin 1940 de l'appel de Charles de Gaulle. Et c'est pas n'importe quel anniversaire, puisque c'est le 75e anniversaire de cette épopée, alors là, qui pour le coup a commencé, l'épopée de la résistance, l'épopée de la France libre, l'épopée de Charles de Gaulle. Il fallait, je pense, marquer le coup sur le site internet et sur la page Facebook que j'ai mis coup sur coup quelques articles sur la façon dont la France en était arrivée là, avec la journée dramatique du 17 juin 1940, et puis le démarrage de la résistance française. Alors maintenant, parlons de votre question sur ce qui se passe en Grèce. Ce qui se passe en Grèce, à vrai dire, tout le monde se perd un peu en conjecture. Je l'ai dit déjà, ça fait quand même c'est pas la première fois qu'on parle de la Grèce. On a en réalité un système qui n'est pas viable. Bon, je vais pas l'apprendre, je vais pas vous surprendre si je vous dis que l'euro n'est pas viable. J'ai créé l'Union populaire républicaine il y a maintenant plus de 8 ans pour appeler les Français à sortir de l'euro, ainsi que de l'Union européenne et de l'OTAN, et sortir de l'euro parce que de toute façon l'euro n'est pas viable. J'ai consacré d'ailleurs 2 conférences qui sont en ligne sur Internet, l'une qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» et l'autre qui s'appelle « La tragédie de l'euro » où j'explique pourquoi l'euro n'est pas viable. J'ajoute que Vincent Brousseau, qui est le responsable des questions monétaires à l'UPR, qui, comme vous le savez, a été pendant 15 ans à la Banque centrale européenne à Francfort et qui, de surcroît, a été pendant les dernières années vraiment dans le sein des saints des services qui s'occupent de la politique monétaire à la BCE. Vincent Brousseau vient de faire une conférence que nous venons de mettre en ligne, qui est tout à fait intéressante également sur l'euro. Je conseille à tout le monde d'aller la regarder. Donc, l'euro n'est pas viable et on serait dans un univers normal. La Grèce serait déjà sortie de cette utopie funeste.
Mais d'ailleurs, on serait dans un univers normal, il n'y aurait pas eu cette utopie funeste d'ailleurs, puisque le système même de cette monnaie européenne, qui n'est pas du tout une monnaie unique, mais c'est une juxtaposition de monnaies nationales qui portent le même nom et qui sont échangeables au taux de 1 pour 1, mais qui ont des qualifications juridiques différentes, puisque ce sont des créances juridiques sur les banques centrales nationales différentes, eh bien tout ce système est une usine à gaz qui ne peut mener qu'au désastre. D'ailleurs, vous le savez, on ne compte plus les prix Nobel. Si on les compte, je crois qu'il y en a 8 ou 9. On ne compte plus en tout cas les économistes du monde entier qui, depuis des mois et des mois et des mois, tirent à leur tour la sonnette d'alarme sur cette utopie funeste. Alors, normalement, la Grèce aurait déjà dû sortir de l'euro. Mais là où ça se corse, c'est que la monnaie européenne n'est pas justifiée. C'est un non-sens du point de vue monétaire et économique. En revanche, ça a du sens du point de vue politique. Je rappelle que ce sont les États-Unis d'Amérique qui, on en a la preuve, c'est d'ailleurs sur notre site internet également, on a la preuve que s'est tenue le 11 juin 1965, excusez du peu, une réunion au département d'État à Washington, où Robert Marjolin, qui était le vice-président de la Communauté économique européenne de l'époque, s'était vu quasiment commander par ses interlocuteurs américains la nécessité de mettre sur pied une monnaie européenne et d'avancer de façon discrète, le plus discrètement possible. Derrière tout ceci se cache donc, en fait, si la Grèce sort de l'euro, c'est terrible. Non pas d'un point de vue économique, c'est terrible du point de vue de l'asservissement du continent européen par les États-Unis d'Amérique. Parce que si la Grèce sort de l'euro, il y a quelqu'un, c'est Joseph Stiglitz, je crois, qui est un Américain qui est prix Nobel d'économie, qui a dit quelque chose de très, très juste et de très drôle. Et il y a quelques jours, si j'ai bien compris, il a dit quelque chose comme du style le plus grave, si la Grèce sort de l'euro, c'est qu'elle risque de se bien porter 2-3 ans après. Et si elle se porte très bien 2-3 ans après, alors évidemment, elle administrera la preuve que l'euro est une calamité pour l'ensemble des peuples d'Europe. Voilà. Donc les États-Unis ne veulent surtout pas que la Grèce sorte de l'euro parce que c'est le début de la fin. Ça me fait penser, pour ceux qui suivaient l'actualité en 1989, je rappelle comment a commencé le début de la fin de l'Empire soviétique. Ça a commencé par un coup de canif dans un mur de fil de fer barbelé près d'une ville qui s'appelle Sopron, qui se trouve en Hongrie, non loin juste à la frontière avec la province autrichienne du Burgenland. Les autorités hongroises de l'époque ont laissé des Hongrois taillader le rideau de fer, qui était en fait des barrières métalliques avec des fils de fer barbelés. Et puis les gens ont commencé à pouvoir sortir librement. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, ça a été une espèce de dominos qui les uns après les autres sont tombés. C'est-à-dire que il y a pas mal de Hongrois qui sont passés à l'ouest, et puis du coup, il y a les Tchèques, les Tchécoslovaques à l'époque, c'était le même pays. Il y a les Tchécoslovaques qui ont commencé à venir à Sopron parce qu'ils avaient la libre circulation à l'intérieur des pays du pacte de Varsovie pour passer en Autriche. Et puis après ça, ce sont les Allemands de l'Est qui, depuis Leipzig, depuis Berlin, depuis ce qui s'appelait à l'époque Karl-Marx-Stadt, l'ancienne Chemnitz, venaient avec leurs voitures Trabant. Et il y avait des dizaines, des centaines de kilomètres d'embouteillage d'Allemands de l'Est qui descendaient depuis l'Allemagne de l'Est, qui passaient en République tchécoslovaque, puis ensuite en Hongrie, et puis de là passaient par ce trou de souris pour passer en Autriche et ensuite remonter en Allemagne. Donc finalement, ça leur permettait de franchir le mur de Berlin sans risquer les tirs des armes à feu. Tout ceci a entraîné tout simplement, comme un château de cartes, l'effondrement du camp socialiste. Alors, je pense que les États-Unis ont ça à l'esprit. Ils se doutent que si la Grèce sort de l'euro, c'est le premier domino qui va se produire. D'ailleurs, sur les marchés financiers ces jours-ci, on regardait très attentivement ce qui se passait parce que les marchés financiers en général sont un peu vicieux, c'est-à-dire qu'ils testent toujours les zones de fragilité. Et on croit comprendre que après la Grèce, celui qui est en ligne de mire, c'est le Portugal.
Il semble que comment dirais-je, les intervenants sur les marchés financiers s'apprêtent à faire ensuite la peau au Portugal, puis après il y aura sans doute la Slovénie, puis l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, enfin, donc les uns après les autres, il y a ce risque. Il y a également un risque, c'est que la sortie de la Grèce de l'euro se passe dans un contexte extrêmement acrimonieux. C'est le moins que l'on puisse dire. Ce sont des noms d'oiseaux qui volent de part et d'autre. Et que ça entraîne nolens volens, comme on dit, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, que ça entraîne la Grèce, ça amène la Grèce à sortir de l'Union européenne. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de possibilité de sortir de l'euro juridiquement. Je le dis et le répète et le redis depuis des années, sous les quolibets de certains adversaires politiques d'ailleurs, qui ne veulent pas lire les traités. Mais normalement, il y a les traités, ça n'est pas fait pour ne pas être respecté, c'est fait normalement pour être respecté. Et donc, on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Alors, on a eu une confirmation de ce que je dis, par une déclaration assez étonnante, enfin assez fracassante, il faut le dire, de la Banque centrale de Grèce, je crois que c'était hier, 17 juin, la Banque nationale de Grèce, qui a fait une déclaration au vitriol contre la politique du gouvernement grec. Bon, c'est une banque indépendante, mais ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ont mis en demeure quasiment le gouvernement d'Athènes de respecter les contraintes qui lui étaient fixées par l'oligarchie euro-atlantiste et nommément par le Fonds monétaire international, la Commission européenne et puis la Banque centrale européenne à Francfort. Et la Banque nationale de Grèce a dit que si ça continuait comme ça, la Grèce allait être obligée de sortir de l'euro et probablement aussi de l'Union européenne parce qu'il n'y avait pas de possibilité de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. J'observe que la Banque nationale de Grèce, finalement, soit a lu les analyses de l'UPR, soit tout simplement a lu les traités minutieusement et est parvenue aux mêmes conclusions que nous. Alors, dans ce contexte, il y a une flambée d'excitation et d'énervement. Un peu partout à travers l'Europe, maintenant, tout le monde est convaincu qu'on va avoir le fameux Grexit, c'est-à-dire la concaténation de Grace et Exit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de l'euro. Donc on va avoir, on a une espèce de vent panique qui s'est développé dans certaines sphères, un peu entretenu d'ailleurs aussi par les médias. Il y a un sondage qui est sorti en Allemagne là hier ou ce matin et qui disait qu'il n'y a plus que 28% des Allemands qui veulent que la Grèce reste dans l'euro, tandis que 58% souhaitent que la Grèce dégage. On a vu également des choses étonnantes. Alors bien sûr, le président Obama, président américain, a fait savoir lors du G7 il y a quelques semaines qu'il fallait absolument que la Grèce reste dans l'euro. C'est l'illustration de ce que je disais. Ce sont les États-Unis qui sont les plus inquiets dans cette histoire. On a vu quelque chose d'étonnant, de même plus qu'étonnant, de même tout à fait scandaleux si on y réfléchit bien, et qui là aussi d'ailleurs confirme nos analyses. Il y a un très grand journal en Allemagne qui s'appelle Die Welt. Die Welt en allemand, ça veut dire Le Monde. C'est un peu l'équivalent du journal Le Monde, sauf que, disons, il est plutôt classé du côté droit, alors que Le Monde est plutôt classé du côté gauche, si tant est que droite et gauche ont à notre époque encore un peu de sens. Eh bien, le journal Die Welt, qui est quand même un journal de qualité, on n'a pas affaire à la presse de caniveau, c'est pas les tabloïds du style Bild. Le journal Die Welt a fait un article qui a semé la consternation dans les réseaux sociaux allemands parce que dans cet article, il était question justement du problème posé par la Grèce et en substance, eh bien comment dirais-je, le rédacteur de cet article, l'essayiste qui a fait ça, enfin c'est un journaliste, expliquait que finalement le problème venait on avait fait entrer la Grèce dans l'Union européenne en 1980. Il a eu la courtoisie de ne pas rappeler que c'était l'inénarrable Valéry Giscard d'Estaing qui avait poussé à ça dans les années 80, à la fin des années 80. Et ce que disait le journaliste Die Welt, il disait l'erreur qui a été commise, c'est d'avoir fait entrer la Grèce parce que les Grecs d'aujourd'hui ne sont plus les descendants de Périclès et des Grecs antiques. C'est un mélange de Slaves, de Byzantins et d'Albanais, donc ce ne sont pas en fait des Grecs purs. Il n'a pas dit grec pur, mais enfin ça revenait à dire ça. Si vous y réfléchissez bien, cette déclaration est absolument hallucinante.
Ça veut dire que dans l'esprit de la classe dirigeante allemande, on n'aurait droit à entrer dans l'Union européenne et dans l'euro que des peuples purs. D'ailleurs, il n'y a pas de peuple pur. Enfin, les Français ne sont plus exactement des Gaulois depuis 2000 ans, et ça a beaucoup évolué. Et c'est vrai de la plupart d'ailleurs des pays d'Europe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a un substrat racialiste. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a eu un article cet article de Die Welt a été repris dans une très bonne analyse du journal français La Tribune, et le commentateur français a conclu son article en disant, en fait, cet article montre que c'est un échec cuisant de la construction européenne qui apparaît en fait comme une vision racialiste. Alors ça, quand j'ai vu ça, le journal m'en est tombé des mains, parce que dire que la construction européenne en fait est une construction racialiste, c'est justement l'une des grandes spécificités de ce que dit l'Union populaire républicaine. C'est que la construction européenne n'est pas du tout une idée sympathique. C'est une idée qui est fondée sur des présupposés qui sont assez nauséabonds, sur lesquels personne, en tout cas ni à droite ni à gauche, on ne veut trop s'étendre. C'est qu'il n'y a pas de raison claire et objective pour que la France, par exemple, fusionne avec la Lettonie ou l'Estonie plutôt qu'avec la Tunisie ou le Sénégal. Quand on nous dit oui, mais c'est les continents européens, ça c'est se moquer du monde. Je pars dans quelques jours à l'île de la Réunion, qui est à 12 000 km, qui est en Afrique australe, ça fait partie de l'Union européenne. Donc ça n'a l'histoire du continent, de l'appartenance continentale, c'est du pipeau. En réalité, ce qui se cache derrière la construction européenne, c'est une conception racialiste du monde. C'est d'ailleurs ce qu'avaient à l'esprit les fondateurs de la construction européenne, dont j'ai rappelé dans ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne, que ça remonte aux années 20 et 30, avec l'oligarchie anglo-saxonne, et notamment les grands groupes industriels, chimiques, financiers allemands, qui favorisent l'accès d'Adolf Hitler au pouvoir. Et Adolf Hitler, une fois arrivé au pouvoir, va mettre en œuvre le projet de Nouvelle Europe, d'où découlent, au bout du compte, les structures actuelles de la construction européenne. Voilà. Alors, excusez-moi d'être un petit peu long, mais le sujet vraiment vaut la peine, parce que là, on est dans le vif du sujet. Chaque jour qui passe montre que tout ceci tient... vous voyez des déclarations les plus ahurissantes les unes que les autres. On a Madame Lagarde du Fonds monétaire international qui vient de dire aujourd'hui qu'il fallait enfin commencer à avoir des discussions d'adultes. Style, auparavant, c'était quoi? Il faisait des châteaux de sable et des pâtés avec des seaux et des pelles dans le bac à sable. Qu'est-ce que ça veut dire? On a également, alors pas Madame Lagarde, mais Monsieur Lagarde. Je crois pas qu'il y ait de relation de famille entre l'un et l'autre. Mais Monsieur Lagarde, c'est le président de l'UDI. Alors l'UDI, c'est quand même c'est le fils spirituel de Bayrou. Donc c'est le fils spirituel des centristes, le MRP de Robert Schuman et tutti quanti. Eh bien, M. Lagarde vient de faire une déclaration là, il y a quelques jours en disant il faut absolument que la Grèce sorte de l'euro pour elle, pour la survie de l'euro, etc. Alors non, moi je me suis pincé, je me suis dit non d'une pipe. Je me rappelle que M. Bayrou nous expliquait il y a encore 1 an et demi que si la Grèce sortait de l'euro, ce serait l'abomination de la désolation. Voilà maintenant que son successeur, ou peu s'en faut, nous explique tout le contraire. En fait, nous avons affaire à des politicards qui, d'abord, ne connaissent pas leur dossier, connaissent rien, en fait. Faut pas se faire d'illusions. Monsieur Lagarde, je suis persuadé que si j'avais un débat avec Monsieur Lagarde, ou si Vincent Brousseau, a fortiori, avait un débat avec Monsieur Lagarde, on découvrirait que Monsieur Lagarde ne connaît absolument rien au fonctionnement intime de la monnaie européenne, pas plus d'ailleurs que Monsieur Bayrou. En fait, ces gens ne connaissent rien, ils sont là à pousser des slogans. Voilà. Le drame, c'est que c'est eux qui ont accès aux médias de grande diffusion. Alors maintenant, où est-ce qu'on va? Who knows, comme on dit à Bruxelles. Qui le sait? Dieu seul le sait. Selon certains, il n'y en aurait plus que pour quelques jours. Et la Grèce pourrait sortir de l'euro très rapidement. C'est assez facile. Il suffit de bloquer les transferts, le système Target. Il suffit de bloquer les distributeurs automatiques de billets. Il suffit pendant un week-end éventuellement de donner un petit coup de tampon sur les billets. J'ai expliqué tout ça dans mes conférences que j'ai produites il y a déjà plusieurs années, qui risque de se concrétiser. Il suffit d'instaurer un système de contrôle d'échange
totalement d'ailleurs contraire aux traités européens, mais l'oligarchie s'assied sur les traités quand ça l'arrange, comme il y a eu le coup à Chypre, et puis la Grèce pourrait sortir de l'euro. Mais néanmoins, je vois qu'aujourd'hui, Madame Merkel dit il y a encore moyen de s'arranger. Je suppose qu'elle a dû avoir un coup de téléphone de M. Obama qui a dû encore une fois taper du poing sur la table. Il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue, c'est que je regarde l'évolution du cours de l'euro par rapport au dollar et que l'euro en ce moment monte. Voilà. Là, nous sommes le 18 juin. Tout à l'heure, à 18h, on était à plus de 1,14 $. C'est-à-dire qu'il monte depuis plusieurs jours. Donc, est-ce que ça signifie que sur les marchés financiers, on sait qu'au bout du compte, on va avoir un truc style hollywoodien, c'est-à-dire 15 secondes avant l'Armageddon attaque, ça y est, il y a un accord? C'est habituel avec les sketchs européens, ou bien est-ce qu'on va avoir effectivement la sortie? Moi, franchement, je ne sais pas. Il n'est pas impossible qu'on nous sorte d'un chapeau au dernier moment un ultime accord. On nous l'a déjà fait 50 fois, ça serait jamais que la 51e fois. Mais il est possible aussi, que pour le coup, les gens disent, on va voir ce que ça va donner, et puis voilà. Mais à ce moment-là, l'affaire sera à suivre de très près, puisque il y a un risque donc de phénomène de domino qui peut se produire. Nous nous en réjouissons, bien entendu. Quels sont les derniers rebondissements concernant les relations entre l'Occident et la Russie? Les derniers rebondissements, ça a été la visite de l'UPR en Crimée. Je plaisante, j'en ai parlé la dernière fois. Je plaisante d'ailleurs un peu à mauvais escient parce que c'est quand même très inquiétant ce qui est en train de se passer. On apprend un jour qu'il y a un afflux d'armes ou de munitions américaines dans des pays qui sont tout autour de la Russie. Bon. Il suffit d'ailleurs de regarder la carte des bases militaires américaines tout autour de la Russie pour déjà se rendre compte du problème et de l'encerclement de la Russie. On a appris il y a quelques jours que la Russie avait fait une liste noire avec des personnalités occidentales qu'elle ne souhaitait pas voir arriver sur son sol. Alors en réalité, il se trouve que j'ai été à l'ambassade de Russie, j'ai été invité à la fête nationale qui a lieu le 12 juin, mais j'y ai été invité le 11 juin. La cérémonie avait lieu le 11 juin. Et donc je me suis entretenu avec l'un des responsables de l'ambassade de Russie qui m'expliquait qu'en fait cette liste était tout sauf récente. C'est une liste qui avait été publiée par le gouvernement russe il y a, je crois, 1 an ou 1 an et demi, au moment justement où les États-Unis d'une part, puis les pays de l'Union européenne, au coup de sifflet de M. Obama, avaient justement dressé une liste de personae non gratae venus en Russie et de Russes pour se rendre en Occident. Donc le gouvernement russe, à l'époque, avait fait cette liste et l'avait discrètement transmise aux chancelleries occidentales. Ce qui est nouveau, c'est que cette liste a été sortie médiatiquement d'un chapeau il y a quelques jours. Ça prête à réflexion. On se demande, la fuite semble venir de la Commission européenne, on se demande ce que cherchent les gens qui ont sorti cette affaire, si ce n'est qu'à jeter de l'huile sur le feu. Alors les cris de scandale lancés par les pays occidentaux, par Madame Merkel, par Monsieur Hollande, parce qu'on a appris, je crois, que Monsieur Bernard-Henri Lévy, que Monsieur Cohn-Bendit étaient persona non grata en Russie. On ne peut que féliciter les Russes, d'ailleurs, de cette décision judicieuse. Ça a fait, évidemment... Alors, on a eu des grands trémolos sur la Russie. On a simplement oublié de dire que c'était quand même les Occidentaux qui avaient commencé. Bon. Alors... ça serait à la limite, un coup de canif supplémentaire dans les relations entre l'Occident et la Russie, sauf qu'elle s'inscrive, ce coup de canif s'inscrit, cette annonce intempestive lancée par l'Occident sur cette liste s'inscrit dans le contexte que j'ai rappelé précédemment, où on voit, paraît-il, affluer des armes et des munitions dans un certain nombre de bases militaires, notamment américaines, tout autour de la Russie. Et puis surtout, alors aujourd'hui, 18 juin, là, je commente à chaud, je ne sais pas exactement quels sont tous les tenants et aboutissants de cette affaire.
on apprend que la Belgique puis la France viennent rien moins que de mettre sous scellé, si j'ai bien compris, les avoirs russes en Belgique et en France, ou en tout cas de certaines banques. Ce serait à la demande d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme suite à la sombre affaire Yukos. Et semble-t-il, d'après les premières dépêches qui arrivent, les Belges et les Français auraient mis donc sous scellé également les avoirs des ambassades de Russie en Belgique et en France. Alors peut-être que cette affaire, j'espère que cette affaire va se dégonfler, parce que si cette affaire se confirme, ça c'est très très grave. Ça veut dire que la France et la Belgique auraient pris l'initiative, auraient laissé des juges ou des huissiers, je ne sais pas qui a fait ça, auraient laissé des juges ou des huissiers piétiner le droit international, parce il peut y avoir des saisies de comptes bancaires pour des entreprises publiques et privées à l'étranger, mais normalement, les ambassades, c'est inviolable, c'est l'inviolabilité des ambassades et de la personne aussi des diplomates. Donc si on commence maintenant à piétiner les traités de Vienne sur, les conventions de Vienne sur les chancelleries diplomatiques, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et on a un peu le sentiment que les bruits de bottes sont à nos portes. Donc soyons très très vigilants. Je pense qu'il faut être raisonnablement inquiet sur ce qui se passe et voir ça. Alors les heures et les jours qui viennent vont nous éclairer sur cette affaire. J'en profite, puisqu'on parle des mesures de rétorsion, puisqu'on parle de le rôle de père Fouettard et d'arbitre des élégances que c'est à arroger le gouvernement américain, pour parler d'un sujet qui n'est pas celui de la Russie, mais qui est un sujet qui a un petit peu défrayé la chronique, pas beaucoup, mais sur lequel je souhaite donner un petit coup de projecteur, parce que ça vaut quand même le coup. Figurez-vous qu'il y a eu donc un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine en Afrique australe, et que tous les chefs d'État et de gouvernement africains ont été conviés à ce sommet. Et il y a Omar al-Béchir, qui est le président du Soudan, qui s'est rendu à Johannesburg. Bien. Sauf que Omar el-Béchir est considéré par les Occidentaux comme ayant commis des crimes épouvantables, notamment dans une des provinces du Soudan qui s'appelle le Darfour, et la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt contre le président du Soudan. Bien. Alors, comme il était dans un pays qui n'était plus le sien, le Soudan a signé l'accord de Londres qui fixait la Cour pénale internationale, mais n'a pas ratifié le traité. Et puis de toute façon, il est le chef d'État, donc il va quand même pas se livrer lui-même à la Cour pénale internationale. Mais là, comme il était en déplacement en Afrique du Sud, il y a eu la Cour pénale internationale a sommé le gouvernement de Johannesburg, le gouvernement sud-africain, de lui livrer, comme il en a normalement l'obligation légale, l'obligation juridique, de lui livrer Omar al-Béchir, puisqu'il était sur le sol sud-africain et que l'Afrique du Sud a signé et ratifié la convention qui crée la Cour pénale internationale, qui est située à La Haye et qui est une espèce de tribunal de Nuremberg permanent. Alors évidemment, le gouvernement sud-africain a été extraordinairement embêté. Il y a un juge sud-africain qui a commencé, il y a un tribunal qui s'est réuni pour juger de cette affaire. Et puis les Sud-Africains se sont précipités pour demander au président soudanais de prendre le premier avion pour Khartoum. Et il est reparti au nez et à la barbe de la justice sud-africaine. Du point de vue juridique, tout ça n'est pas très reluisant, ça c'est un fait. Mais le truc absolument extraordinaire dans cette affaire, c'est que ce sont les Américains et le gouvernement de Washington qui s'est permis de se déclarer scandalisé par le fait qu'Omar el-Béchir ne soit pas arrêté et qui s'est permis de donner des leçons de morale à l'Afrique du Sud. Et pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que c'est scandaleux ? Parce que, figurez-vous, que les États-Unis d'Amérique font partie des pays, assez nombreux d'ailleurs, qui n'ont ni signé ni ratifié la convention qui crée la Cour pénale internationale.
La Russie ne l'a pas ratifié, la Chine ne l'a pas ratifié, l'Inde ne l'a pas ratifié, Israël ne l'a pas ratifié, les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Et les États-Unis ne l'ont pas ratifié parce qu'ils savent très bien que s'ils ratifiaient cette affaire, eh bien, aussitôt il y aurait des plaintes qui seraient déposées contre tous les dirigeants américains pour les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan, le déclenchement de ces guerres illégales qui ont fait des millions de morts, au moins 1 million de morts en Irak, avec des exactions qui sont tout à fait passibles de la Cour pénale internationale. Il y a des exactions de nature, crime de guerre, crime contre la paix. Crime contre la paix, ça veut dire justement préméditer une guerre délibérément. C'est exactement ce qu'ont fait les Américains en 2003 lorsqu'ils ont dit qu'en Irak, Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ce qui était faux. C'est exactement la même chose qu'avaient fait les hitlériens pour déclencher les guerres contre la Pologne en 1939. Donc l'incrimination de crimes contre la paix, de crimes de guerre, également de crimes économiques, c'est-à-dire des destructions du patrimoine économique d'un pays, tout ça est avéré, probablement aussi de crimes contre l'humanité. Donc normalement, George W. Bush, Donald Rumsfeld, Barack Obama, le prix Nobel de la paix, tout ce petit monde devrait se retrouver dans un box à la Cour pénale internationale. Alors les Américains qui sont pas folles la guêpe, n'ont pas ratifié la Cour pénale le truc. Donc eux ils se disent non, ça c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, mais c'est pour les Africains. Il y a quand même des limites au cynisme de ces gens-là. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette affaire de Cour pénale internationale. Il faut quand même que les Français se rendent compte du cynisme et du double discours des dirigeants américains. Que pensez-vous de la visite de François Hollande en Algérie ? La visite de François Hollande en Algérie, écoutez, elle a fait à pchit. Voilà. D'ailleurs, pratiquement personne n'en a parlé. C'est dommage. C'est très dommage. Vous savez que l'Union populaire républicaine milite pour un renforcement des relations de la France avec l'Algérie, bien entendu. Je rappelle qu'en Algérie, quand la France est partie d'Algérie, il y avait 1 million de francophones. Il y a aujourd'hui 27 millions de francophones. Je rappelle que l'Algérie est devenue un grand pays avec une diplomatie très importante, avec d'ailleurs des ressources en hydrocarbures considérables. Et puis je n'insiste pas trop. L'Algérie, il y a énormément de ressortissants algériens qui sont en France. Il y a des échanges entre la France et l'Algérie qui sont constants. Nous avons des liens avec l'Algérie qui sont très très importants. Mais il faudrait que ces liens débouchent sur des accords de nature politique et économique beaucoup plus décisifs et même de nature géopolitique et stratégique. C'est ce que nous proposons, pas seulement d'ailleurs avec l'Algérie, mais aussi avec la Tunisie, le Maroc, les pays d'ancienne influence française, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, etc., mais aussi le Vietnam, le Cambodge, le Laos, Haïti, le Liban, la Syrie, etc., tous ces pays avec lesquels nous voulons renforcer les relations de la France. Le problème, c'est que M. Hollande, il va, si j'ose dire, tisonner des vieux souvenirs. Il va en Algérie, mais pourquoi il va en Algérie ? Puisque là, nous appartenons à l'Union européenne. Notre politique étrangère est dictée par Washington et par Bruxelles. Nous avons une politique qui consiste à rejeter les pays du monde arabo-musulman, à les désigner comme des ennemis potentiels comme la Russie, et dire que nous allons former, dans le cadre des analyses du choc des civilisations chères à Samuel Huntington, nous avons vocation à nous fondre dans un empire judéo-chrétien, euro-atlantiste, dirigé depuis Washington. C'est la finalité même du TAFTA, qui veut en fait fusionner les États-Unis avec l'Union européenne. Dans ces conditions, qu'est-ce que l'on peut dire aux Algériens ? Voilà. Alors sans doute que M. Hollande, d'ailleurs il est parti, il avait aucun chef d'entreprise avec lui, il y a fait un saut. Je sais pas, il est peut-être allé vérifier la courbe de température de M. Bouteflika, du président Bouteflika, qui d'après les rumeurs insistantes, comme on dit, est quand même très 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 malade. C'est le président de la République qui a été réélu récemment pour un énième mandat. Donc c'est vrai que la situation politique intérieure algérienne doit être suivie de près. Mais malheureusement, M. Hollande n'avait à peu près rien à dire, voilà, sauf des bonnes paroles. Mais les bonnes paroles, faut pas prendre les gens pour des imbéciles, hein. Dans tout le reste du monde, tout le monde sait bien que la France n'est plus la France, qu'elle ne pèse plus ce qu'elle pesait auparavant, parce qu'elle est maintenant
complètement sous la domination de Washington et de Bruxelles. Voilà, faut dire les choses. Donc en fait, ça ne servait pas à grand-chose. Et c'est sans doute parce que ça ne servait pas à grand-chose que Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, eh bien, il a piqué un roupillon voilà, devant les caméras de la télévision algérienne qui ont fait des gros plans et des gorges chaudes. Voilà le chef de la diplomatie française. Bon, voilà, c'est un peu pathétique. Auriez-vous un mot à dire à propos de la loi Macron? Eh bien, on vient d'apprendre donc que ça y est, la loi Macron vient d'être avalisée à l'Assemblée nationale par le rejet d'une motion de censure, puisque le gouvernement avait eu recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, dont je rappelle qu'il prévoit qu'un projet de loi est adopté par le Parlement, par l'Assemblée nationale, si le gouvernement le soumet à l'article 49.3, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une motion de censure contre le gouvernement qui soit déposée puis votée à la majorité absolue des députés pour que, à ce moment-là, le projet soit rejeté, mais également le gouvernement soit censuré, c'est-à-dire que le gouvernement tombe. Dans le jargon, les gens appellent ça le gouvernement engage sa responsabilité. Voilà. Alors bon, pour les gens qui s'intéressent au droit constitutionnel et à la politique française, il faut savoir que pendant des décennies, dans toutes les années 60, 70, la gauche avait traîné dans la boue Charles de Gaulle en disant que cet article 49, alinéa 3, était un scandale démocratique, une abomination de la désolation, etc., etc. Non, c'était que cet article était prévu pour permettre à un gouvernement de mener la politique qu'il entendait mener et de mettre au pied du mur en fait les députés pour un peu les forcer à jouer quitte ou double. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas, mais à ce moment-là vous censurez le gouvernement et probablement à ce moment-là, eh bien nous on dissoudra l'Assemblée nationale et c'est au peuple français de décider. Il y avait une logique dans cet article qui était une logique très gaulienne, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, on dissout l'Assemblée et puis on en revient au peuple. Sauf que la logique du temps du général de Gaulle, c'était justement d'en revenir au peuple. C'est-à-dire que justement, c'est arrivé une fois qu'il y a eu un gouvernement censuré en 1962, qui a été censuré par les Français. Charles de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale et puis il a dit maintenant tranchez. Voilà. Alors que c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe avec cette affaire Macron. Là, il s'agit d'imposer à la majorité rétive une loi qui, en fait, tout le monde sait bien que c'est pas ce pauvre Macron qui, enfin, je dis pauvre, il n'est pas si pauvre que ça. Mais la loi Macron, il n'y est pas pour grand-chose. Je l'ai déjà expliqué d'autres fois. Il ne s'agit que d'appliquer les directives européennes, donc de s'attaquer aux professions réglementées. Donc on va s'attaquer, comment dirais-je, aux professions comme les notaires, les avocats, les chauffeurs de taxi, etc. Comme si c'est grâce à ça qu'on allait relancer la croissance en France. C'est vraiment scandaleux, c'est se moquer du monde. Quand on déstabilise ces professions réglementées, on déstabilise des professions qui ont beaucoup d'expérience, on banalise leur savoir-faire. Au bout du compte, d'ailleurs, ce qui se cache, c'est probablement, par exemple, s'agissant des notaires, des grands cabinets d'affaires, d'avocats anglo-saxons qui vont arriver et puis qui vont faire du traitement industriel de tout ceci, c'est-à-dire le notaire de famille habituel auquel les Français sont très attachés. Le notaire qui suit toute une famille de père en fils et de mère en fille et qui connaît tout le patrimoine de la famille, etc., etc., qui donne des conseils. C'est ça qui est en ligne de mire, en fait. Il s'agit encore une fois d'avoir un truc, d'avoir le McDonald's du notaire, quoi. C'est-à-dire des grands cabinets. Ça va nous coûter probablement des quantités d'emplois perdus. Pareil chez les chauffeurs de taxi. Pareil voilà. C'est le plaisir de la destruction systématique. Ça ne va évidemment probablement pas créer un seul emploi. C'est pareil pour les pharmaciens, c'est pareil pour tout le monde. Ça va probablement pas créer un emploi, ça va mettre les gens en fureur, et tout ceci ne va aucunement relancer la croissance. La croissance, elle est relancée, je le rappelle, elle sera relancée quand la monnaie de la France ne sera plus l'euro. C'est-à-dire qu'elle pourra être moins chère que l'euro. Je rappelais d'ailleurs tout à l'heure que l'euro remonte, donc à 1,14. On peut estimer que la monnaie française, l'euro actuel est au moins 15
à 20% trop cher pour l'économie française. Et puis, voilà, la croissance en France sera relancée quand on sera sorti des traités européens, quand on pourra mettre un coup d'arrêt aux délocalisations. Enfin, tout ça, tous les internautes qui suivent mes conférences et mes analyses le savent très bien. Voilà. Donc cette loi Macron, en fait, elle est bête et méchante. Voilà. Un conseil national de l'UPR vient de se tenir. Pourriez-vous en parler? Oui, alors le Conseil national se réunit une fois tous les 6 mois en moyenne. Il réunit le Bureau national de l'Union populaire républicaine, qui lui est élu lors du congrès triennal. Je suis le président et donc les autres membres en font partie. Et puis réunit également au Conseil national tous les responsables nationaux. Soit des responsables nationaux transversaux, c'est-à-dire qui s'occupent de questions comme par exemple, je sais pas moi, les questions économiques, Charles-Henri Gallois, ou bien d'autres sujets sur tel ou tel, et puis les délégués départementaux et les délégués régionaux. Voilà. Alors on a fait le point sur l'évolution de l'UPR depuis le dernier Conseil national. Le dernier Conseil national s'était tenu à Jonquière, juste avant l'université d'automne, donc au mois d'octobre, je crois que c'était de mémoire le 3 octobre 2014, et donc là, notre Conseil national s'est tenu il y a une quinzaine de jours, à la fin mai. On a fait le point. Le point est quand même... c'est un peu délicat pour moi de le dire, mais on a quand même, enfin, les résultats de l'UPR sont quand même très, 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 très sérieux et très brillants depuis le dernier Conseil national. Le nombre de nos adhérents a augmenté je crois, de quelque chose comme 1500 ou 1600 en l'espace donc de 9 mois. Le nombre les élections, nous nous sommes présentés à Jonquière lors du dernier Conseil national. On avait décidé d'aller aux élections départementales dans quelques cantons, ce que l'on a fait au mois de mars. Et j'ai eu l'occasion déjà d'en parler. On a été dans 14 cantons et nous avons assisté à une augmentation très substantielle des votes qui ont été faits en faveur de l'UPR. Ils ont été en moyenne multipliés par rapport aux élections européennes à périmètre inchangé de cantons. Le nombre de suffrages rassemblés a été multiplié par 3,5, ce qui est quand même très important. Et sur les 14 cantons, on a fait entre 0,8% des voix et 3,22%. Et il y a un seul canton où on a fait moins de 1%. Il y en a 10 où on a fait entre 1 et 2. Et il y en a 2 où on a fait entre 2 et 3. Et un où on a fait plus de 3. Ajoutons à cela d'autres résultats, comme par exemple l'augmentation du nombre de nos j'aime sur la page Facebook, sur le lancement sur le site internet d'une boutique UPR, où d'ailleurs on peut se procurer même des bouteilles de champagne UPR. Ajoutons à cela des résultats comme par exemple le voyage que j'ai effectué en Crimée avec Karim Serran et François-Xavier Grison, qui sont tous les deux membres du Bureau national de l'UPR et qui avaient l'un et l'autre préparé ce voyage et avaient noué des contacts qui nous ont permis de le réaliser. C'est un voyage qui a été quand même très, très, très apprécié, c'est le moins que l'on puisse dire, par les autorités russes et par les autorités de Crimée, qui d'ailleurs va déboucher dans les mois qui viennent sur... On est en train d'organiser avec la partie russe le déplacement de viticulteurs français qui vont se rendre à Moscou, où ils seront reçus à très haut niveau dans les cercles du pouvoir à Moscou. Et ensuite, ils iront en Russie. En Crimée, pardon, qui est d'ailleurs en Russie. Ils iront en Crimée rencontrer d'ailleurs les viticulteurs comme nous l'avons fait nous-mêmes. Il y a quelque chose sur quoi je voudrais insister également. Parmi les résultats que nous avons obtenus, c'est que pour la première fois, l'UPR a vu ses comptes certifiés. Alors, pendant les premières années de l'UPR, nous ne faisions pas certifier les comptes. Pourquoi ? Parce que on s'était renseigné. Pour que les comptes soient certifiés et avalisés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements de partis politiques, c'est l'organisme officiel qui suit ça, il faut avoir un expert comptable et 2 commissaires aux comptes différents. Or, ceci a un coût
qui n'est pas négligeable, hein, qui coûte quand même plusieurs milliers, un nombre certain de milliers d'euros. Bon. Donc, pendant les premières années, la CNCCFP d'ailleurs me l'avait personnellement conseillé, m'avait dit ne faites pas certifier vos comptes, parce qu'un mouvement politique qui vient de se créer, on n'avait même pas les moyens financiers avec les cotisations. Quand on avait, je sais pas moi, une centaine d'adhérents, ça ne suffisait quasiment pas à payer l'expert comptable, et ça ne permettait pas de payer les commissaires aux comptes. Donc tout l'argent collecté aurait servi, et n'aurait même pas suffi à payer les commissaires aux comptes. Donc pendant plusieurs années, on est resté comme ça. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, les gens qui avaient la gentillesse de cotiser à l'UPR dans les débuts ne pouvaient pas avoir la déduction fiscale accordée pour les comptes certifiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements de partis politiques. Alors ce que nous venons d'avoir, eh bien c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire non seulement l'expert comptable, mais les deux commissaires aux comptes différents ont certifié nos comptes. À partir du moment, il y a une date qui avait été fixée par la CNCCFP, qui de mémoire était le 10 février 2014. Donc à partir de cette date jusqu'au 31 décembre 2014, eh bien, qui est la date sous revue, comme on dit en jargon technique, nos comptes ont été certifiés. Et j'insiste, parce que c'est une petite fierté que nous avons et auquel il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage tout particulièrement à Guillaume Serrano, le secrétaire général, qui a passé des centaines d'heures à gérer cette affaire, et puis également à Catherine Lassenay, qui est notre trésorière, qui a passé également des centaines d'heures avec Guillaume Serrano à traiter tout ça, parce que c'est avec l'expert comptable. Nous avons donc eu le plaisir d'avoir nos comptes qui sont certifiés sans réserve. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une critique qui a été effectuée par les commissaires aux comptes. Ça, je tiens à rendre hommage à Guillaume et à Catherine, qui sont membres l'un et l'autre du Bureau national, qui travaillent sans compter et qui, je me permets de le signaler au passage, font tout ceci bénévolement. Alors, l'intérêt évidemment de tout ceci, c'est, vous l'avez noté, ça a été aussi un des succès que nous avons remportés, et ça a été le fait que tous les gens qui nous avaient donné de l'argent au cours de l'année 2014, à partir du 10 février, qui est la date fixée par la CNCCFP, jusqu'au 31 décembre 2014, ont reçu un reçu fiscal qui leur permet de déduire donc les 2 tiers de ce qu'ils avaient versé à l'UPR l'année dernière du montant de leur impôt sur le revenu qu'ils ont déclaré il y a quelques jours. Voilà, tout ceci s'est très très bien passé. Là aussi, je félicite, alors pour le coup, les informaticiens, Sylvain Gargasson, Laurent Vuibert, Patrick Secarelli, tout le monde a mis la main à la pâte pour que vous puissiez, je m'adresse à tous les adhérents et les donateurs de l'UPR, que vous puissiez recevoir ces reçus fiscaux en temps et en heure. J'en profite pour dire que nous allons donc maintenant que tout le monde a vu que nos comptes sont absolument blanc-bleu, sont extrêmement bien tenus. C'est quand même le moins que l'on vous devait. Ça d'ailleurs, je me permets de dire qu'il y a eu lors du Conseil national, les représentants des 2 cabinets de commissaires aux comptes étaient présents. On présentait justement aux membres du Conseil national les comptes, et ensuite ça a été mis à l'approbation, et les comptes ont été approuvés à l'unanimité de tous les membres du Conseil national présents, et aucune abstention ni vote contre. Donc c'est un succès, et c'est un succès qui va nous permettre de lancer une campagne pour rassembler des fonds pour maintenant la grande affaire qui arrive, c'est-à-dire les élections régionales qui vont avoir lieu au mois de décembre. J'en profite d'ailleurs pour dire que nos listes maintenant sont bouclées dans quelques régions. Région Rhône-Alpes, Auvergne, région Île-de-France, enfin un peu partout on commence à avoir nos listes qui sont quasiment bouclées. On veut en avoir quand même encore plus de candidats, parce que on peut toujours risquer qu'il y ait des candidats qui, pour des raisons X, Y ou Z, finalement se désistent d'ici au dépôt des listes. Donc on continue, et je continue, à faire un appel notamment aux candidates, parce qu'il y a encore des régions où nous n'avons pas totalement bouclé les listes. J'en profite pour faire un appel aux candidats et aux candidates qui m'écoutent pour qu'ils ou qu'elles se manifestent afin d'être sur nos listes pour les élections régionales, mais qui se présentent bien. Quelle est votre opinion sur le nouveau groupe parlementaire européen du FN ? C'est pas un événement d'ampleur
c'est historique. Mais c'est vrai que c'est un petit événement pour le microcosme politique. C'est que Madame Le Pen avait échoué à former un groupe parlementaire au Parlement européen l'année dernière. Elle s'était escrimée avec son allié préféré, Geert Wilders du PVV néerlandais, à former un groupe. Il n'y était pas parvenu parce qu'il faut, je crois, avoir une trentaine de députés, mais représentatifs de 7 pays, il n'y était pas parvenu. Alors là, eh ben, ils y sont parvenus. Donc, ils y sont parvenus comment? Donc, il y a Madame Le Pen avec donc les députés, certains députés du Front National, le PVV donc néerlandais qui est donc dirigé par ce monsieur Geert Wilders qui est permanenté, décoloré, tout blond comme ça, et qui dont l'essentiel de la philosophie politique est de taper matin, midi et soir et la nuit sur l'islam. Et puis il y a également dans ce groupe parlementaire le FPE autrichien, mouvement d'extrême droite également, un mouvement polonais dont j'oublie l'acronyme, je crois que c'est MKP ou KNP ou je ne sais plus quoi, qui d'ailleurs est un parti en pleine débandade. Et puis le Vlaams-Belang, donc, qui est un parti belge d'extrême droite. Et puis également la Ligue du Nord, qui est un mouvement d'extrême droite italien. La Ligue du Nord, c'est le nord de l'Italie, à ne pas confondre avec la Ligue du Sud, qui est un mouvement d'extrême droite en France, qui lui a fait alliance avec M. Dupont-Aignan et DLR lors des élections départementales du mois de mars dernier. Donc, en fait, c'est le regroupement de l'extrême droite. Voilà. Alors ça donne déjà à penser que les prétendus... vous savez, moi j'avais vu des affiches du Front National, ni droite ni gauche. Il y a des gens qui vous disent avec gourmandise qu'il y a plein de gens de gauche qui vont au Front National. C'est du pipeau, c'est pas vrai. En fait, c'est le regroupement de l'extrême droite, européenne. Alors c'est vrai que c'est pas extrême droite. Ils ont viré les affreux Jojo. Voilà. Les affreux Jojo, c'est qui? C'est qu'ils n'ont pas voulu de Aube dorée en Grèce, qui sont des néo-nazis carrément. Ils n'ont pas non plus voulu du mouvement Jobbik, qui est un mouvement hongrois, qui lui est moins islamophobe que surtout antisémite, donc ils n'en ont pas voulu. Et puis ils n'ont pas voulu non plus, alors ça c'est plus croquignolet, ils n'ont pas voulu non plus, si on a bien compris les gazettes, de M. Le Pen père et de M. Gollnisch. Voilà. Ils ont récupéré aussi un transfuge de UKIP, hein, du parti de Nigel Farage, lequel par ailleurs, mais pour d'autres raisons, a perdu son groupe parlementaire parce qu'il n'a plus les parlementaires qu'il a dans son groupe ne représentent plus 7 pays. Voilà. Donc tout ça, ce sont des espèces de petites révolutions de palais qui ne sont pas totalement sans intérêt parce que ce qui se cache derrière, c'est de l'argent, évidemment. C'est que quand vous avez un groupe parlementaire au Parlement européen, ben, vous avez de l'argent, des frais de fonctionnement. En général, lorsqu'il y a de l'argent à l'horizon, on voit la famille Le Pen arriver en courant. Donc ça, c'est un point. Puis il y a aussi des temps de parole à la tribune qui sont donnés en préférence. Voilà. Il y a un micro-mystère, c'est qu'on ne sait pas où est passé Émeric Chauprade, vous savez, le géopoliticien hors pair de Madame Le Pen, qui se prétendait le fondateur d'une nouvelle école géopolitique. D'après les gazettes, lors du premier bureau national du Front National, il était entré dans le lard de Madame Le Pen. Il avait fait des tas de trucs. Donc je crois qu'on lui avait fait comprendre qu'il y en aurait une et pas deux. Depuis lors, on n'en entend plus beaucoup parler. Il est passé un petit peu sous la table. Il fait un peu partie de ces gens qui sont écartés. Il y en a eu des tas hein, au Front National. Il y en a eu des quantités astronomiques de gens qui ont disparu de la circulation, ayant une pensée émue pour ce cimetière des éléphants, avec Paul-Marie Couteau, avec David Mascret, avec Jean-Claude Martinez, avec, comment il s'appelle, Jacques Bompard, avec Karl Lang, Bruno Maigret, enfin, etc., etc., etc. Alors, il y a un élément peut-être plus intéressant, en fait, dans la politique française. Je ne parle pas du changement de nom comment dirais-je, de l'UMP qui est devenu les Républicains, ce qui a permis d'ailleurs
je crois que c'est Florian Philippot du FN qui a, pour le coup, reconnaissons-lui que c'est un bon mot, il a découvert que après l'UMPS, maintenant on a les Républicains, c'est LR, donc ça fait LRPS, c'est-à-dire ça fait l'herpès. Donc maintenant, ce qui court sur tout Internet, c'est que l'UMPS est devenu l'herpès. Je trouve que c'est quand même assez rigolo pour le coup. Et ça doit, je suppose que les communicants autour de monsieur Sarkozy doivent se mordre les doigts et que le petit père Sarkozy doit gueuler dans les chaumières en disant vous auriez pu me trouver un autre nom. Enfin bref. Non, ce qui est plus important, c'est François Fillon. Figurez-vous que François Fillon a fait de l'Asselineau. Incroyable mais vrai. D'habitude, on était habitué à dormir du sommeil du juste quand on écoutait François Fillon. Il ne se passait en général rien. Mais là, il a été interviewé chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Et d'un seul coup, on se demandait ce qui s'est passé. Il avait pris, je sais pas quoi, des amphétamines. Et d'un seul coup, il a fustigé l'impérialisme américain, que l'Union européenne était entraînée par Washington contre ses intérêts, en choc contre la Russie. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce François Fillon? Donc en fait, moi, je me le mets derrière la tête, ce genre de truc, parce que ça fait cette déclaration de François Fillon me fait irrésistiblement penser à la déclaration de Jean-Christophe Lagarde de l'UDI dont je parlais tout à l'heure, qui d'un seul coup a découvert qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro pour son bien, ce qui était quand même incroyable. Ça me fait penser également aux déclarations de Valéry Giscard d'Estaing qui, il y a 1 mois et demi ou 2 mois, avait lui-même dit qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro. Monsieur Giscard d'Estaing, que j'ai d'ailleurs vu à cette cérémonie, à ce cocktail à l'ambassade de la Fédération de Russie pour la fête nationale russe, donc où on ne sait plus très bien où est monsieur Giscard d'Estaing. Est-ce qu'il approuve pas la politique de sanctions vis-à-vis de la Russie? Il y avait d'ailleurs d'autres parlementaires de l'UMP, enfin de LR, qui étaient là. Donc en fait, allez, je lâche le fond de ma pensée. Tout ceci donne à penser que les rats commencent à quitter le navire. Voilà. L'Union européenne est en train de sombrer et vous avez d'un seul coup des gens qui commencent à prendre la tangente pour que dans 6 mois, ils nous diront « je vous l'avais bien dit ». Il y a eu des élections municipales partielles dans les Hauts-de-Seine. Auriez-vous un commentaire ? Oui, il y a eu des élections municipales partielles, effectivement, dans 3 villes des Hauts-de-Seine. C'était les élections municipales de l'année dernière avaient été cassées par le Conseil d'État. C'est à Asnières, à Puteaux et à Clichy. Alors à Clichy, j'ai un regret, c'est que il y a 1 mois, un peu plus d'1 mois, je crois, j'avais lancé un appel parce que nous aurions souhaité pouvoir être à l'élection municipale de Clichy. Malheureusement, entre le moment où comment dirais-je, le Conseil d'État a cassé l'élection précédente et le moment où s'est tenue l'élection, le premier tour, c'était dimanche dernier, il y a eu très peu de temps, de telle sorte on a eu à peu près une fenêtre de tir dans l'ordre de 8 à 9 jours pour confectionner les listes. Et nous devions trouver 45 personnes habitant à Clichy pour pouvoir être sur cette liste. Alors j'avais demandé à l'un de notre adhérent le plus dynamique sur place, Mimoun Ziani, qui connaît plein de gens, je lui avais demandé d'être notre candidat et d'essayer de réunir des candidats. Il a fait un excellent travail. Il avait réuni plus de 35 personnes, mais ce n'était pas tout à fait suffisant en l'espace de quelques jours, parce qu'il fallait encore une fois trouver des gens qui étaient soit des adhérents, soit des sympathisants qui acceptaient d'être sur une liste, et qui habitaient forcément à Clichy. Donc ça réduisait le volume. On n'a donc pas pu déposer la liste. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces élections qui viennent d'avoir lieu? D'abord, dans les 3 villes, il y a eu un taux d'abstention très 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 important, alors que ce sont des villes quand même, des villes très importantes. À Clichy, il y a quelque chose comme 55 000 habitants, c'est quand même une grande ville. Asnières, Puteaux, ce sont des villes considérables. Avec Puteaux, il y a une taxe foncière totalement énorme, puisque Puteaux, c'est une partie de la Défense. Donc ce sont des villes qui sont avec des enjeux politiques et financiers très importants. Il y a eu en gros 60% d'abstention pour ces élections, ce qui témoigne du fait que le corps électoral, de plus en plus, vote avec les pieds. C'est-à-dire
c'est-à-dire il ne veut plus aller voter. Alors ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que l'UMP, enfin LR, a fait des bons scores, notamment par exemple à Clichy, qui avait été détenu par le Parti socialiste depuis des décennies. Le maire sortant socialiste, donc, dont l'élection avait été invalidée, ne se représentait pas. Et le candidat de l'UMP a fait un peu plus de 48% au premier tour. Donc c'est tout à fait important. C'est un peu désolant. Parce que ça prouve qu'effectivement, beaucoup de gens ne veulent plus aller voter et que ceux qui votent, ce sont des gens qui votent toujours pour l'RPS, l'UMPPS, de l'UMPS devenu RPS. Bon. À noter également le score mauvais, disons banal, qu'a fait le Front National, qui est retombé à des niveaux assez bas. Je crois que c'est de l'ordre de 5% par exemple à Clichy. Donc c'est pour signifier que les gens qui vous disaient la vague Front National, la vague bleu marine, etc. Non, tout ça c'est de l'orchestration médiatique. Ça n'est pas solide sur longue période. Auriez-vous un dernier sujet à aborder ? Non, j'ai pas un dernier sujet à aborder, j'en ai deux à aborder. Il y en a un que à titre un petit peu grinçant, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur, c'est que on va parler un peu d'art et de culture. C'est qu'il y a eu au château de Versailles un scandale, comme vous le savez peut-être, avec une sculpture qui a été déposée sur le tapis vert. Ce qu'on appelle le tapis vert, c'est face au château de Versailles, côté jardin. Ça a été dessiné par le nôtre. C'est cette grande perspective qui donne sur le Grand Canal. Donc sur le tapis vert, a été entreposée une œuvre d'art d'un sujet britannique qui s'appelle Anish Kapoor, qui est d'origine indienne. Et c'est un sujet britannique, puisqu'on est sujet dans un royaume et citoyen dans une république. Et donc ce truc est un truc absolument monstrueux. C'est un tuyau métallique qui s'évase comme un pavillon d'un gramophone de 1900, avec des rochers qui pèsent, certains pèsent jusqu'à 25 tonnes, c'est quand même absolument colossal. Donc c'est un truc qui est énorme et dont le nom est le vagin de la reine. Voilà, tel quel. Alors, paraît-il qu'aux dernières nouvelles, parce que cette affaire, il y a eu un rebondissement aujourd'hui même, hier soir, dont faisaient état les journaux ce matin, 18 juin 2015, c'est que cette œuvre d'art a été vandalisée dans la nuit. Il y a des gens qui ont aspergé ça de peinture. Alors, d'ailleurs, l'artiste a dit qu'il n'avait jamais dit ça. Il avait simplement dit que c'était à connotation sexuelle marquée. Bon. En tout cas, la presse avait parlé de ce truc, le vagin de la reine. Alors, moi, je trouve... D'abord, il suffit de regarder l'œuvre d'art en question, c'est d'une laideur. Enfin, il faut aller le regarder, ça n'a aucun sens, c'est affreux. Le vagin de la reine, moi, ça me fait penser à une autre œuvre d'art qui avait été déposée place Vendôme il y a quelques mois de cela, vous vous rappelez peut-être. Cette fois-ci, c'était par un citoyen américain qui s'appelait McCarthy et qui était censé être un sapin de Noël vert et qui, en fait, tout le monde avait compris qu'il s'agissait de ce qu'on appelle pudiquement un sextoy qui avait lui aussi été vandalisé. Alors, si vous montrez que vous n'êtes pas d'accord, alors aussitôt on vous sort la censure de Madame Bovary ou des Fleurs du Mal, on vous traite d'obscurantiste et autres. Donc moi, comme je ne veux pas être traité d'obscurantiste, eh bien je ne vais pas condamner ces œuvres, je vais m'extasier, comme on somme de nous extasier devant ça. Je vais simplement dire quelque chose. Je trouve que le gouvernement français, puisqu'il tolère, en tout cas la mairie de Paris dans un cas, Madame Pégard, la conservatrice du château de Versailles dans l'autre cas, qui est quand même un établissement public national, puisque l'on tolère qu'il y ait ces œuvres d'art qui soient exposées en France, comme par hasard, sur des endroits extrêmement symboliques de la France. La place Vendôme, c'est la quintessence du luxe à la française, et le château de Versailles, c'est la quintessence de la grandeur de la France. C'est pas par hasard, hein. Eh bien, moi, je propose que le public, il n'y a pas de raison que ce soit seulement le public français qui bénéficie de ces œuvres d'art exceptionnelles. Donc, je demande au gouvernement français que
le sujet britannique qui nous a présenté le vagin de la reine au château de Versailles, eh bien ensuite le présente à Buckingham Palace, devant le château de la reine d'Angleterre. On va exposer le vagin de la reine. Voilà. On va saisir, il faudrait que le gouvernement français saisisse l'ambassade du Royaume-Uni en disant voilà, vous avez un extraordinaire artiste britannique qui nous a proposé, qui nous a fait part de ses talents, mais maintenant, dans le cadre des échanges culturels internationaux et dans le cadre de la construction européenne, il est maintenant naturel qu'on expose le vagin de la reine à Buckingham. Et puis, on va également saisir l'ambassade des États-Unis, on va dire voilà, vous nous avez mis un plug anal sur la place Vendôme. Nous proposons maintenant qu'il soit devant la Maison-Blanche. Ça sera pour témoigner de les relations traditionnelles de la France et des États-Unis d'Amérique, la plus vieille alliée de l'Amérique, etc. Lafayette, nous voilà. Et donc, on va leur proposer ça. Et puis, on va voir comment vont réagir le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, dont nous aurons ainsi vu les parties intimes, et comment va réagir le gouvernement de M. Obama. Et on verra ensuite ce que la presse française dira sur l'obscurantisme des uns et des autres. Alors, le deuxième sujet, je voudrais terminer ce long entretien par une note moins polémique, mais c'est quand même tout à fait scandaleux, ces histoires d'œuvres d'art. Parce que, j'y reviens un instant, ce qui se cache derrière, c'est pas de l'art, c'est la volonté systématique, délibérée, préméditée, d'attaquer le peuple français sur son imaginaire national, sur son imaginaire collectif. L'objectif, c'est constamment de montrer aux Français qu'ils doivent ridiculiser tout ce qui fait partie de leur fierté légitime. Voilà, hein. C'est comme si des parents abusifs passaient leur temps à dire à un enfant martyr, à l'accabler d'insultes, d'injures, à lui faire honte de tout ce qu'il est. C'est absolument scandaleux. Et personnellement, je trouve que Mme Pégard devrait présenter sa démission au plus vite. Alors maintenant, je voudrais passer à un sujet effectivement moins polémique. Je voudrais terminer sur une note plus enthousiasmante. Je pars demain, 19 juin, pour faire un voyage pendant, je vais passer quand même plus de 8 jours sur place, à l'île de la Réunion et à l'île Mayotte. Alors pourquoi je vais dans ces deux îles ? D'abord parce que c'est pour la préparation des élections régionales. Nous allons présenter une liste aux élections régionales à La Réunion. Je rappelle que aux élections européennes, le département de La Réunion était le département où nous avions fait le meilleur score national. On avait fait 1,18% en mai 2014. Je pense qu'en décembre 2015, j'espère que l'on va dépasser les 2, voire les 2,5, voire les 3, et puis peut-être même encore plus. Bon. Donc je vais sur place, je n'y suis pas... Enfin, je connais l'île de la Réunion, j'y ai vécu 3 mois de ma vie il y a 25 ans dans le cadre d'une mission de l'inspection des finances. Mais là, je n'y suis pas allé depuis que j'ai créé l'UPR. Je vais pour dynamiser les équipes et augmenter la notoriété sur place. Et ce qui est très agréable et très sympathique, c'est que on a le sentiment d'abord d'avoir un accès beaucoup plus libre et beaucoup plus naturel aux médias outre-mer que ça n'est le cas en métropole. Et puis par ailleurs que les analyses que nous faisons intéressent énormément la population réunionnaise, qui est un modèle dont on doit s'inspirer, puisque vous savez que le peuple, les habitants à l'île de la Réunion, d'abord c'est une île qui est française depuis toujours. Lorsque les Français s'y sont établis, je crois de mémoire, c'est à partir de 1638, donc sous Louis XIII et Richelieu, c'était une île qui était totalement déserte, à part quelques dodos, vous savez, ces animaux, ces oiseaux, ces volatiles qui ne volaient pas d'ailleurs, qui ont disparu. Donc c'est une île qui a toujours été française, et avec des gens qui viennent de zones culturelles extraordinairement diversifiées. Il y a ce qu'on appelle les Malabars, ce sont des gens venus de l'Inde, donc qui sont hindous. Ce qu'on appelle les Arabes, ce sont des gens qui sont venus notamment d'Afrique de l'Est, des Comores ou d'Afrique de l'Est, donc qui sont de confession musulmane. Il y a ce qu'on appelle les oreilles, ce sont les gens d'origine métropolitaine. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les Chinois, qui sont d'origine chinoise. Donc en fait, c'est une juxtaposition, une mosaïque de populations qui sont tout à fait français, parfaitement citoyens français. C'est de tous les départements d'outre-mer que je connais, c'est probablement celui qui est
le plus proche, non pas géographiquement, mais le plus proche de la mentalité métropolitaine. C'est un très grand département, pas en taille, mais en nombre de population. Moi, quand j'étais allé à La Réunion en 1987, il y avait 540 000 habitants, il y en a maintenant 840 000. Et il y aura probablement 1 million d'habitants à l'île de la Réunion en 2030. C'est d'ores et déjà le 25e département le plus peuplé de France et c'est une région à soi seule. Donc je vais faire sur place un véritable marathon avec des conférences de presse, des interviews, des passages radio, télévision également, mais aussi des tables rondes et puis des conférences. Je fais la bagatelle de 9 conférences en 9 jours. Il y a un jour où d'ailleurs je fais 2 conférences dans la journée. J'espère que je ne vais pas revenir trop fatigué. Et puis après, j'irai également à Mayotte. Enfin, pendant ce long séjour, je vais aller à Mayotte. Pendant 3 jours, Mayotte qui donc fait partie de l'archipel des Comores, Mayotte qui est restée française après le référendum de 1974, Mayotte qui a des problèmes très importants mais qui est devenu un département qui est le 101e département français, qui compte 220 000 habitants, c'est-à-dire 3 fois le département de la Lozère. Et qui compte, quand j'ai vu les statistiques, je me pinçais pour le croire, il y a 50% de la population qui a moins de 17 ans. Voilà, et 4% de la population qui a plus de 65 ans. Donc c'est un département avec un boom démographique énorme, et puis une immigration clandestine très préoccupante qui vient des 3 autres îles des Comores, qui depuis qu'elles ont demandé leur indépendance de la France, ont malheureusement un peu sombré dans la misère et puis dans la dictature. Donc l'île de Mayotte reste un peu un foyer d'attraction pour les immigrés clandestins. Voilà. Il se trouve par un hasard de circonstances que j'avais prévu ce déplacement depuis déjà un certain nombre de semaines, mais il se trouve que je ne le savais pas. J'arrive juste après le voyage de M. Manuel Valls, le Premier ministre, qui s'est rendu à La Réunion et à Mayotte, et qui a d'ailleurs fait un certain nombre de boulettes extraordinaires, dont d'ailleurs la principale est quand même qu'il a découvert. Il a annoncé qu'il était ravi de se trouver dans cette île du Pacifique, ce que je trouve... fermer le banc, quoi.